Bonjour, je suis Anne et je suis heureuse de vous servir de guide dans ce nouveau podcast, intitulé « Se sentir plus vivant demain qu'aujourd'hui », qui a été enregistré à la clinique de Belleville en janvier 2024 avec René Cohen-Casimir. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre avec soi et du sens qu'on peut donner à sa vie. Pour René Cohen-Casimir, cette rencontre a eu lieu dans un amphithéâtre d'une école de commerce à Paris. On est en mai 68. Dehors, la révolte étudiante gronde, mais pour René, c'est surtout une révolution intérieure qui a lieu et dont il va nous parler aujourd'hui. Ceux qui sont de ma famille, c'est ceux qui m'aiment en tant que président. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. J'étais jeune, étudiant, un peu dépressif, voire même, je me disais suicidaire, mais je pense que je n'étais pas vraiment suicidaire, parce que j'ai fait aucune tentative réelle, mais bon. Mais, et puis est arrivé un événement, les élections du bureau des élèves dans mon école. J'étais dans une école de commerce, et il y avait une élection du président du bureau des élèves. Bon, voilà, tout con. Et puis, je vois le gars qui se présente, fait son discours, et je me dis, mais c'est pas possible. Je vais être représenté par ce type-là. Il y a une réaction en moi, mais profonde, de toutes mes cellules. Je vais être représenté par ce type-là en tant que président, moi, jamais. Une sorte d'indignation. C'est pas possible. Je ne peux pas. J'étais au fond de la salle, parce que ça m'intéressait assez peu, ces élections. J'étais au fond de la salle. J'ai traversé la salle, mais vraiment d'un pas ferme, vigoureux, et je suis monté sur l'estrade, et je dis, je me présente en tant que président. Parce que je ne peux pas accepter que ce type-là me représente moi. Alors s'il y en a d'autres comme moi, votez pour moi. Et je vais vous dire ce que je ferai comme programme. C'est simple, tout est à changer dans cette école, donc on va se battre pour ça. Tout est à changer, les profs sont mauvais, etc. Et j'ai fait un programme comme ça, la volée, sur l'estrade. Et surtout, je ne veux pas que ce type-là me représente. C'est contre lui. Bon, on m'a demandé, et le bureau, t'as pas de bureau, t'as rien, t'es juste... Mais oui, mais le bureau, là, lui, il a un bureau. Par contre, son bureau est excellent. Moi, je prendrais les membres de son bureau. Et... bon, j'aurais pas demandé s'ils étaient d'accord ou pas, hein. Mais bon, c'était comme ça. Et puis eux, ils ont dit oui, parce qu'ils se disaient oui, de toute façon, s'il ne sera pas élu, ou s'il est élu, de toute façon, on se démerdera pour le virer, enfin, démerdons, quoi. Et il se trouve que j'ai été élu. J'avais une telle détermination, une telle présence. C'était tellement évident que c'était moi le président pour les gens. Ils m'ont élu, j'ai été élu à une voix près, mais j'ai été élu quand même. Et une voix près, c'est en partant de zéro, totalement zéro, j'ai fait zéro campagne, rien. C'est merveilleux. Et là, ma vie a changé. C'était à l'université, ça, hein? Non, à l'école. J'étais dans une école de commerce, ce qu'on appelle une grande école de commerce. Tu parles, elle n'est pas si grande que ça. Donc ça, c'était à Paris. Oui. En quelle année? Non, c'était les années 69, 68. Oui, puisque mai 68 est arrivé. Quand même. Et là, vraiment, on a changé. Il se trouve que j'ai réalisé mon rêve. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu réaliser mon rêve, c'est-à-dire changer vraiment l'école. On a été voir le président. Pas n'importe quelle année, hein? Oui, mai 68. Et on a été voir le directeur de l'école. On lui a intimé pratiquement... l'ordre de tout changer, mais les profs, tout, mais avec des méthodes incroyables. Il y avait des gens qui avaient jeté une chaise par la fenêtre du 2e étage, qui était tombée dans l'entrée, et vous voyez, cette chaise, elle est tombée par hasard là, sur personne, mais elle aurait pu tomber sur un prof ou sur vous-même. Vous voyez? On va arrêter ça, on va arrêter ça, si vous voulez bien. Hein. Donc, il faut virer tel et tel professeur parce qu'ils sont nuls. Monsieur le préfet, votre dîner est nul. Votre baraque est nulle. Et je vous emmerde tous. Et ça,
on n'acceptera jamais que ça continue comme ça. Autrement dit, j'avais été vraiment un bon président. Et puis j'ai été tellement bien d'un bon président, je suis en train de me jeter des fleurs. Non, mais je le dis comme un cycliste et heureux de faire du vélo. Et que j'ai été secrétaire général, puis président, parce que j'ai transformé évidemment le truc, de l'Office national des étudiants des écoles supérieures de commerce de France, l'ONESCA. Et donc il y avait un secrétaire général, j'ai été élu secrétaire général, puis en tant que secrétaire général, je dis moi je suis secrétaire général, je ne suis pas représentatif de rien, je veux être président. Ils m'ont élu président, donc je suis devenu président. Et c'est vrai qu'on a bougé le ministre, on a fait des choses extraordinaires. On a loué le crayon, on a fait des trucs terribles. Est-ce que tu dirais que cette première expérience a été la première expérience d'une suite qui a fleuri ensuite? Une suite. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui à Fêter Vacances ressemble à ça? Ah oui. Mais une suite, après, moi, je suis rentré chez IBM, j'étais plus président, évidemment, chez IBM. J'ai été au centre des jeunes dirigeants. Et j'ai fait partie d'une grève, parce que le petit personnel était maltraité. Et donc, il y a eu une grève, et je me suis solidarisé. Et le secrétaire général du CJD m'a dit, mais René, on t'aime bien, on est content de toi, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous fous, là, une grève? Mais on n'a jamais vu ça. Un cadre qui fait grève au CJD, mouvement des jeunes patrons, ça va pas du tout. Et qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais ce que je veux, c'est ta place. Donc, tu vois, c'était naturel pour moi de répondre ça. Alors, donc, et j'ai été conseil de président toute ma vie, et ça se terminait toujours pas très très bien. Au bout d'une dizaine d'années, je restais quand même longtemps conseil dans les boîtes où j'étais, mais ça dépend de la taille de l'entreprise. J'étais conseil de la Générale des Eaux, avant, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de risque. Mais dans les boîtes moyennes d'importance ou dans leurs filiales, on demandait toujours l'avis de René Casimir. On demandait l'avis de Casimir, toujours. Et au bout d'un moment, le président en avait marre, parce que l'avis de Casimir, c'est bien, mais c'est l'avis du président qui compte. Donc je devenais le gourou du président, et puis un peu le gourou qui remplaçait le président. C'est un mot que tu reconnais, ça? Tu te reconnais dans ce mot, gourou? Plus ou moins, parce que il y a une question de... Je suis lié, j'ai une spiritualité très forte, ouais. Donc je veux bien prendre le titre de gourou dans le sens indien du terme, c'est-à-dire une recherche de sagesse. Et quelqu'un qui est amoureux de la sagesse. Si c'est ça, gourou, oui. Amoureux de la sagesse, oui. Évidemment, dans l'expression française normale, gourou, c'est celui qui manipule les foules et qui sectaire et qui emmène les gens vers la mort. C'est pas ça du tout, évidemment. Amoureux de la sagesse. C'est comme ça que tu exerces ton rôle à Fêter Vacances, par exemple, aujourd'hui. Je suis un amoureux de la sagesse. Ah oui, je suis un amoureux de la sagesse. Quand je lis des livres de sagesse, je pleure. Alors, comment ça se concrétise quand on est président d'une association, quand on est président d'un village, quand on est coordinateur d'activités? Comment ça se concrétise, être amoureux de la sagesse, dans l'organisation, dans le management? Comment ça se... C'est facile, hein. Tu assumes la vision des choses et tu tu assumes la vision des choses et tu éclaires les choses avec les valeurs qui vont bien. Parce qu'un président, c'est celui qui va servir un peu de phare à tout le monde, de repère, qui avertit des dangers ou qui intervient même lui-même physiquement quand il le faut. Mais c'est tout à fait naturel, quoi. Ça se fait naturellement. Il y a une sorte de respect de la parole donnée, d'amour du bien faire dans l'entreprise. Et d'insupportabilité du mal faire aussi. Alors j'étais très impatient, ça m'est passé heureusement, mais normalement le président, il a une capacité à surmonter ses impatiences. À partir du moment où tu as trouvé ta signature racine, ce que j'appelle ta signature racine, c'est pas, j'aime pas le mot vocation, machin, mission, non. Et si tu es un cheval, ta vocation c'est de galoper. Si tu es un guépard, c'est de guéparer. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est la vocation? On va dire la vocation du guépard ou du lion bon, non. Ou du cheval de galoper, non. Il galope. Il est un cheval, il galope. Donc une fois que tu as trouvé ta signature racine, t'es toi-même. Tu es toi-même. Voilà, bon. Alors ta famille, c'est ceux qui te reconnaissent en tant que tel.
Voilà. Les autres, ils ne font pas partie de ta famille, ils font partie quand même de l'humanité, mais ils ne font pas partie de ta famille. Et même, ils peuvent être ennemis de qui tu es vraiment. Et tous les gens qui vont vers leur perfection, c'est-à-dire ce qu'ils sont vraiment, vers leur signature racine. Hein, si c'est des vers de terre, ben ils sont des vers de terre. Si c'est des lions, c'est des lions, etc. Moi, dans ma nomenclature, il y a président, mais il y a aussi contrôleur, il y a aussi innovateur, il y a plein de choses. Hein. Expérimentateur, humanitaire, assistant social, journaliste, analyste. Voilà. J'ai tout regardé. Il y a tout ça. Hein, c'est pas forcément des métiers, mais c'est des archétypes, c'est des signatures qui résument un petit peu, qui peuvent se rapprocher de métiers, mais bon. Et donc, ceux qui sont de ma famille, c'est ceux, je dirais maintenant, peut-être que depuis la semaine dernière ça a changé, mais qui m'aiment en tant que président. Voilà, c'est tout. Voilà, ils m'aiment bien. Putain, ce gars-là, je l'aime. C'est comme tu vois un chat, tu aimes le chat. Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you. Je savais qui j'étais dans le fond. Tu vois, il y avait un qui suis-je. Il y avait ça. Parce que ça a l'air stupide, mais c'est une question que tout le monde se pose. Et, en gros, mes carences affectives ont fait que j'ai pas eu un regard qui me déterminait. Tu vois, quelqu'un te regarde, il te rend présent, il te respecte, il te donne la vie. Mais j'ai pas eu ça. J'ai eu que des gens qui m'ont regardé sans me voir. En sachant que j'étais président, tu vois, il y avait un regard des autres sur moi qui disait « Mais j'existe. Qui suis-je ? Ben voilà, je suis président. Pour les yeux de l'humanité ou de l'humanité qui m'entoure, il y a quelque chose. Voilà. Ça me concrétise, ça me matérialise quelque part. On a besoin de cette concentration. Tu vois, on a besoin de ce regard qui vous rassemble. Ça nous donne une unité d'action. Tu existes sur cette terre, quelque part. Ça te localise. Hein, là, je porte un chapeau, je dis comme ça me permet de savoir qui je suis, où je suis, parce que je suis sous mon chapeau. Ben, voilà, c'est un peu ça. Donc, d'être président, ça me localise quelque part. Tu vois, et on est dans un monde qui, pour moi, est complètement à l'envers. Hein, si t'es faible, tant mieux, tant mieux pour les forts, on va te piétiner. Voilà. Mais c'est un monde à l'envers. Bon, bref. Mon rêve, vraiment, si tu ne m'as pas posé la question, mon rêve, c'est d'inverser les paradigmes de notre civilisation. Tu vois, un peu la prétention. D'inverser les paradigmes de notre civilisation, qui militent tous pour l'alpha. C'est-à-dire la maîtrise du monde, l'extractabilité. Le monde est extractible. Je veux comment dire le mot. Tu vois, il faut extraire. Je pense que c'est ça que les gens reconnaissent en toi. C'est à la fois cette impression d'avoir affaire à quelqu'un d'extrêmement ancré et à la fois quelqu'un qui ne s'empêche pas d'être complètement fragile. En fait, c'est cette espèce de paradoxe qui, à mon avis, emporte le respect chez les autres. Oui, j'accepte tout à fait ma fragilité. Ouais. Et ça, les gens le voient. Mais je suis prêt à la défendre aussi. Ma fragilité, ma vulnérabilité. Je te présente mon cœur, mais il ne faut pas le piétiner. C'est pas sympa, quoi. Si tu me fais ça, non. Et là, il y a de l'alpha qui apparaît. Tu vois, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Je n'accepte pas qu'on piétine la faiblesse. Mon bébé va mal. Mon bébé est déprimé. Non, c'est pas normal. René, merci beaucoup. Dans le dernier épisode de ce podcast, nous parlerons du village que tu as installé à Doucy, à la montagne, et de cette utopie que vont y chercher les vacanciers, la recherche de vivre dans la joie. Toi et moi,
moi c'est spécial, c'est vrai, tu m'as verrouillé. La journée c'est boulot, boulot. Le soir tu me griffes le dos. Allô maman.